Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. À Gaza, le plus redouté est en train de se produire. Une offensive sauvage est lancée depuis quelques jours sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. 2 carnages y ont déjà été perpétrés par l'armée d'occupation, coûtant la vie à plus de 80 personnes, la plupart des victimes étant des femmes et des enfants qui ont été brûlés vifs, des bébés ont été décapités. Vague d'indignation mondiale, des centaines de milliers de personnes ont investi depuis hier les rues des capitales du monde, réclamant un cessez-le-feu et l'arrêt du génocide contre les Palestiniens. C'est le cas d'ailleurs au Maroc notamment, où des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du pays contre la barbarie des sionistes et exigeant l'annulation des accords de normalisation avec l'entité sioniste. Au Maroc, des dizaines de personnes se font d'ailleurs quotidiennement arrêter et même condamnées pour des publications sur les réseaux sociaux pour leur soutien aux Palestiniens. On reviendra également ce soir sur la dernière proposition d'Alger au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution, le 3e, exigeant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'arrêt immédiat de l'offensive sauvage à Rafah. Pour en parler, on reçoit ce soir M. Amazit Bouhalfa, journaliste spécialisé dans les questions historiques. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, Kamel Mensari, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de la chaîne pour les questions internationales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis via Skype depuis Paris, il y a aussi un habitué de l'émission, c'est M. Gamel Abina, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer d'abord par vous proposer un sujet et de revenir sur ces révélations fracassantes de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El Batnaoui, qui parle, selon lui, d'un possible déploiement de milliers de soldats marocains à Gaza. Le sujet est signé Mariam Daïmis. Le Marzan, de nouveau dans l'œil du cyclone, dans des massacres perpétrés à Gaza. Les pratiques douteuses d'un régime aux abois et en voie de perdre définitivement sa crédibilité. Cette fois, c'est au tour de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El Batnaoui de jeter une pierre dans la mare en révélant qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza, et ce, en vertu d'une disposition de l'accord de normalisation entre l'entité sioniste et Rabat qui engage la partie marocaine à une coopération militaire. Un enlisement sans précédent dans une trahison décriée par les Marocains libres au quotidien. « 4000 soldats marocains assassinent des enfants, des femmes et des personnes âgées aux côtés de l'armée sioniste à Gaza, et ce en vertu des accords d'Abraham. Les jours du régime du Marzan sont désormais comptés. C'est pour cette raison que plusieurs accords de coopération ont été signés avec l'entité sioniste. De ce fait, il a décroché le soutien de l'AIPAC, le lobby sioniste implanté aux États-Unis, et il a pu garantir la continuité du régime au Maroc. Le niveau des visites a été élevé. Plusieurs mémorandums de coopération entre les deux parties ont été signés dans les domaines du renseignement et militaire. Sous l'emprise des intérêts sionistes, le Maroc voit sa politique étrangère influencée par des forces agissant dans l'ombre. Cette adhésion au lobby sioniste se manifeste par un silence face aux appels de détresse des Palestiniens à Gaza. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Amazit Bouhalfa. Selon ce chercheur et historien Mohamed El Batnaoui, qui affirme donc qu'il y aurait un déploiement de soldats marocains, il affirme également qu'une unité marocaine serait déjà stationnée en Palestine occupée, qu'elle était déjà stationnée avant l'opération Déluge al-Aqsa, et qu'il s'agirait d'agents, selon lui, d'agents secrets spécialisés dans l'espionnage. On sait qu'il y a cet accord de normalisation et qui a été poussé à une coopération militaire. Est-ce que ça vous paraît possible aujourd'hui d'aller aussi loin ? Tout est possible en politique. Tout est possible dans une situation débridée comme celle qui prévaut actuellement à Gaza. Tout est possible quand on assiste à une tragédie aussi extraordinaire. C'est-à-dire, je pense que c'est une des plus grandes tragédies de ce siècle.
sans parler de celle du siècle précédent. Je crois que si cette information s'avère, cela montrerait toute la toxicité de cet accord, de ces accords d'Abraham qui sont pompeusement appelés ainsi. Et cela signifierait également que il est vraiment temps qu'il y ait des réactions, mais autres que celles qui consisteraient à simplement condamner un tel dépassement, un tel débordement, une telle vassalité du régime du Marsen vis-à-vis d'Israël. Nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour le moment pour pouvoir faire des analyses, échafauder des analyses sérieuses. Je m'adresse à vous, Kamel Abina. Dans quoi pourrait s'engager le Maroc si jamais cette information s'avérait vraie, selon vous? Alors, déjà, on peut se poser la question de qui a été envoyé. Est-ce que ce sont des binationaux maroco-sionistes? Est-ce que ce sont des Marocains musulmans? Parce qu'il y a déjà des précédents, malheureusement, au Moyen-Orient, avec les Druzes qui font leur armée dans l'État sioniste. Est-ce qu'effectivement, il y a bien ce chiffre 4000, on l'a déjà entendu en France, donc c'est un chiffre qui est particulier. Donc c'est les questions qu'on peut se poser. Maintenant, on ne peut pas écarter cette possibilité parce que c'est un engrenage dans lequel le Maroc s'est engagé malheureusement au détriment de sa population. Rappelons tout le temps que le peuple marocain est pro-palestinien et vit très mal cette humiliation de ces accords qu'on appelle des normalisations, mais qui sont juste des accords de paix séparés, donc une paix honteuse. Et pourquoi en plus pour un échange de bons procédés qui n'est pas arrivé, à savoir la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, donc vraiment pas grand-chose. Au moins l'Égypte, quand elle trahit la cause arabe, elle le fait pour récupérer le Sinaï. C'est pas le cas du Maroc. Mais dans quoi il s'engage? Dans une sorte de course contre la montre. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, on peut se poser la question des méthodes, que ce genre de trahison a lieu. On se rappelle par exemple de la Jordanie en 70 quand elle massacre les Palestiniens, 20 000 morts. Les Syriens veulent abattre ce traître de Hussein de Jordanie, et qui vient lui prêter main forte avec l'aviation immédiatement? L'État sioniste. Donc il sait parfaitement ménager ses amis, il sait parfaitement les soutenir, et il sait très bien qu'il faut tout faire pour que le Maroc, qui est le seul soutien, le régime marocain pour être très précis, qui est le seul soutien des sionistes, soit maintenu. Il faut rappeler que le Maroc est en difficulté économique chronique. Le Covid qui a écrasé l'économie littéralement, le tourisme qui s'est effondré, la désertification, malheureusement, une sécheresse très lourde qui impacte les paysans, le tremblement de terre, on a une multiplication de difficultés que traverse le pays, et effectivement une gronde sociale qui est réelle et présente, avec effectivement l'humiliation de maintenir des relations, alors qu'ils auraient dû couper immédiatement cette relation avec l'entité sioniste, de maintenir des relations face à cet État. Et j'utilise le terme de l'entité sioniste, non pas par accident, pas parce que c'est la mode en Algérie, mais simplement parce que le jour où ces gens-là reconnaîtront le droit à exister des Palestiniens, c'est de ça dont il s'agit, à ce moment-là, on pourra reconnaître le droit à exister de cet État colonial. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc pourquoi est-ce qu'on va leur donner un nom qu'ils ont choisi alors qu'ils refusent le nom de la Palestine? Voilà, donc et où va le Maroc? Dans une direction qui est extrêmement tendancieuse. Avec un peuple pro-palestinien, clairement, ils sont en rupture avec leur base populaire, et ça risque d'être problématique. Avec un pays qui a 70 milliards de dettes, on s'imagine qu'on a besoin d'argent à l'extérieur, on cherche les financements où on peut, et on cherche les soutiens militaires où on peut. On va revenir évidemment sur la réaction du peuple marocain qui, d'ailleurs vous le dites très bien, est farouchement contre cette normalisation avec les sionistes. Kamel Mansari, on connaît, comme le disait Kamel Abina, les événements qui ont mené aux accords sécuritaires entre les sionistes et l'Égypte, les sionistes et la Jordanie. On comprend un peu moins aujourd'hui pourquoi le Maroc a été jusqu'à ces accords, peut-être pour l'opinion internationale, et les a poussés jusqu'à la coopération sécuritaire et militaire. Elle n'est pas nouvelle, la coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Israël. Elle était d'ailleurs officieuse. Quand on parle de normalisation, c'est peut-être, non, c'est pas le terme, c'est parce que les Marocains ont rétabli leurs relations. Ils n'ont pas normalisé, donc ils ne sont pas partie prenante de l'accord d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait encore plus. L'accord d'Abraham, il limite les parties prenantes dans deux conditions, c'est-à-dire la décolonisation d'abord, puis bien sûr il y a une coopération sécuritaire, des liens économiques, des relations, des rétablissements des connexions aériennes et tout. Donc, mais pour ce qui est du Maroc, c'est un rétablir les relations, parce que déjà, dans l'accord qui a été paraphé en décembre 2020, il s'agit de aussi prendre en charge
toute la communauté juive au Maroc. Donc il y a un soubassement d'abord religieux, en plus idéologique, et un argument qui a été galvaudé ou bien présenté par le Marzen, celui de rétablir des relations ancestrales historiques. Donc l'idée était de remettre... C'est différent des autres pays normalisés. Différent et plus avancé, c'est-à-dire plus complexe et plus varié. Donc si les Émiratis et les Bahreïniens ont conclu les accords d'Abraham sur la base en faisant en sorte à ce que la décolonisation doit s'arrêter, le Maroc n'a jamais posé ces conditions. Donc il a rétabli des relations, on ne sait même pas pourquoi il a fait. Certes, bien sûr, après, on s'est rendu compte qu'après la visite de Benny Gantz, qu'il s'agit de coopération militaire et plus d'essayer d'effaroucher le voisin algérien en ramenant toute une batterie de consultants militaires et en s'engageant avec le Maroc dans une opération de répression contre le Sahraoui, le Polisario, en utilisant les drones et tout. Donc on a compris par la suite la raison de cet accord sécuritaire. C'est vrai qu'il y a eu des visites, il y a eu des formations de militaires marocains, ça a été couvert, et on le sait que ça relève du domaine public, que des Marocains, des soldats marocains sont allés se former en Israël, qu'il y a eu des visites de militaires israéliens dans les casernes marocaines. La coopération, elle est étroite, elle est plus avancée et encore plus forte que celle qui lie le Bahreïn à Israël ou bien les Émirats au Israël. Donc ce sont deux choses différentes, deux dossiers différents. C'est-à-dire que la compréhension marocaine est plus engagée. Si on veut parler de degré de compromission entre les États, on mettrait le Maroc en tête. Oui. Voilà. Alors justement, est-ce que aujourd'hui la réaction de la rue marocaine peut briser cette relation rétablie avec les sionistes et cet accord sécuritaire? Il faudrait rappeler une chose, que le courant anti-normalisation est très fort au Maroc est très ancien. À quel point, selon vous? Au point où, y compris au sein même du Parlement marocain, où les députés qui sont proches du gouvernement à Khanouch sont eux-mêmes contre la normalisation, sans parler des mouvements, des organisations syndicales qui sont contre, ou bien les mouvements de gauche qui, par vocation et par croyance et par conviction idéologique, sont déjà contre cette normalisation. Donc le courant de normalisation au Maroc est très fort et très ancien, mais il est reprimé, il est effacé et bien sûr il est intimidé. Et comme si ce courant-là, même s'il essaye, il fait en sorte à ce qu'il résiste, pose une question fondamentale que peu de gens posent. Pourquoi le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, est à la tête du comité Al-Quds? Oui, très bonne question, justement. Voilà. En plus de ça, on met en cause, beaucoup de Marocains qui sont sérieux, pour beaucoup d'experts, se posent la question, pourquoi l'organisation de la conférence islamique a accordé la présidence de ce comité un État qui est en train qui a normalisé ou qui a des relations fortes avec Israël. Mais enfin, aujourd'hui, pardon Kamel, mais au niveau de la Ligue arabe ou des États islamiques, de l'OCI, justement, certains pays... C'est lui le garant. Mais certains sont en train de normaliser avec l'entité sioniste. On est en train de contester ce fait-là. Parce que les Israéliens sont en train de judaïser Al-Quds. C'est cette démarche-là qui pose problème et qui suscite des dénonciations. Comment peut-on laisser un pays qui est normalisé avec Israël, qui a des liens très étroits, très poussés avec Israël, diriger le comité Al-Quds, qui est parrainé par l'OCI et qui, en même temps, les Israéliens veulent judaïser cette ville. Donc, ça pose un grand problème au niveau de l'éthique et au niveau du droit international, sans parler du droit des Palestiniens que l'OCI, ou bien le comité Al-Quds dirigé par le roi marocain, et qui aujourd'hui est en train de faire en sorte que cette ville, une partie appartient notamment à Al-Quds oriental, appartient aux Palestiniens, est en train d'être judaïsée et le Maroc n'en fait rien. Donc au moins, à la rigueur, on essaie qu'il se détache, qu'il démissionne de ce poste pour montrer que vraiment, tel qu'il le prétend, parce que dans la rhétorique qui a été utilisée pour justifier justement ce rétablissement des relations avec Israël, c'était de dire que nous pensons, c'est toujours la rhétorique marocaine, que les intérêts des Palestiniens sont prioritaires par rapport à la question de relations. Que ce n'est pas le cas pour les dirigeants du régime marocain.
marocain. Monsieur Amazit Bouhalfa, que peut coûter aujourd'hui au Maroc cette relation très intime? On le verra tout à l'heure avec un deuxième sujet sur ces relations qui remontent à très longtemps et qui se raffermissent. Que peut coûter ces relations au régime lui-même? On voit que la rue marocaine est en ébullition. La rue marocaine est en ébullition seulement. C'est un mouvement populaire qui était attendu de toutes les façons que le Makhzen attendait. Ce n'est pas une surprise que de voir le peuple marocain fier et son histoire, son passé étaient témoignent de la sympathie, du soutien qu'ils ont apporté au peuple palestinien, comme tous les peuples arabes d'une façon générale. Mais ceci n'étonne pas le régime. C'est encore un mouvement qui est très peu organisé, qui n'a pas de structure, qui n'est pas structuré pour pouvoir mettre en danger réellement le Makhzen. Et donc la répression qui s'abat sur les intellectuels, sur les meneurs, sur ceux qui sont susceptibles de créer cette dynamique organisée, organique, avec une vie organique. Cette dynamique tarde à venir. Ils ne sont pas encore, ce mouvement n'est pas encore suffisamment organisé. Ils sont pourtant des milliers à manifester dans plusieurs villes. Le nombre est impressionnant, mais ça reste encore faible. Ça reste encore au niveau de... c'est disparate. Il n'y a pas encore les structures nécessaires pour faire. Je voudrais revenir aussi sur cette... question de cette relation, on ne mesure pas, je crois que nous ne mesurons pas assez le danger de l'acte du régime marocain, de l'action du régime marocain en renouant avec, parce qu'effectivement, depuis toujours, le Maroc a servi la guerre des 6 jours, et même avant, pendant, c'est-à-dire le repeuplement le peuplement d'Israël, l'émigration. On va le voir justement dans un sujet qui retrace un petit peu toute cette chronologie. Des Marocains et des Juifs qui a été payé, c'est-à-dire que on payait, c'était à la tête du nombre de Juifs qu'on payait le Maroc pour pouvoir autoriser les Juifs à y aller, pour qu'on leur délivre des passeports pour qu'ils puissent se rendre là-bas. Et on les faisait même passer par des circuits via l'Espagne, via la France, etc. Donc tout cela n'est pas nouveau. Mais nous n'avons pas, et que ce soit la Ligue arabe, que ce soit l'OCI, n'ont pas suffisamment considéré avec suffisamment de sérieux et de gravité, la gravité justement de la situation. Toutes les informations qui suppurent de ces relations portent en elles un danger extraordinaire contre tout le monde arabe. Tout le monde arabe, si tant est qu'il reste encore quelque chose qui s'appelle le monde arabe. Oui. Gamel Abina, sur un média sioniste I24, une source militaire sous couvert de l'anonymat parle de relations très étroites entre l'armée d'occupation et les phares marocains. Il dit « Nous partageons des enjeux communs, à savoir la protection des frontières et la lutte contre le terrorisme ». Cette relation, elle trouve aussi sa base ou son socle dans l'entreprise colonialiste que mènent les deux entités, enfin le Maroc et l'entité sioniste. Oui, le mythe du Grand Maroc ou de Eretz Israël, du Grand Israël. Bon, ce type qui a dit ça sur I24, c'est pas quelqu'un de très sérieux, mais en tous les cas, il dit quelque chose d'intéressant. Il ose parler de terrorisme. Quand on caractérise le terrorisme, c'est terroriser une population en la tuant, ce que font très bien les sionistes sur la terre de Palestine, sur un peuple qui est chez lui et qu'eux occupent illégalement. Donc c'est vrai que cette relation assez malsaine, on peut le dire. Pardonnez-moi, ça renvoie aussi aux dirigeants marocains qui parlent des militants du Front Polisario qui les désignent comme des terroristes. C'est exactement la même chose.
Oui, c'est le miroir. C'est quand on occupe un territoire, on dit que les résistants sont terroristes, mais on est toujours les terroristes des uns et les résistants des autres. Hein. Vous savez, les terrorismes, les Allemands, par exemple, dans les années 40, disaient, et c'était exact, qu'il y avait des actes terroristes de la part des résistants français parce qu'ils faisaient sauter les trains. Mais le terrorisme, c'est quoi? C'est quand on touche, clairement, quand c'est les militaires, ça s'appelle la guerre. Quand on touche les civils, c'est le terrorisme. Actuellement, l'État sioniste massacre les Palestiniens pour créer un climat de terreur et pour qu'ils fuient le territoire de Gaza. Ils veulent créer une Nakba. Donc c'est vrai que quand on entend ça, bon, on a bien compris qu'il y en avait à faire. Quand vous avez des forces occupantes sur un territoire qui ne veulent pas savoir ce que pensent les peuples, bah, immédiatement, ça devient des dictatures. Et il faut rappeler une chose, c'est que c'est là où c'est le pire. C'est là où je ne peux pas pardonner à ces États félons arabes qui ont osé faire la paix séparée avec cet État sioniste. Parce que le seul qui l'a fait en 77, c'était l'Égypte, mais pour récupérer le Sinaï. On se dit à la limite, ils ont gagné quelque chose, même si c'est une paix honteuse, une paix froide, c'est pas non plus la fête. Mais là, c'est pire. Contre rien, ils ont accepté ça. En aucun cas, ils ont négocié sur la question palestinienne. Et pire encore, ils font la paix avec le pire régime raciste que quasiment depuis Hitler, l'histoire a connu. C'est un régime qui ose dire que c'est un peuple de lumière. Vous imaginez un peu le degré de stupidité du dirigeant barbare qui est à la tête de cet État, qui dit que les animaux humains sont les Palestiniens, donc il faut comprendre que lui ne reconnaît pas la Palestine, donc il dit que les Arabes sont les animaux humains, et de l'autre côté, il va faire la paix avec des dictatures effroyables qui jamais ne consultent leur peuple. Je veux dire, le jour où il fera la paix, ce monsieur, avec les peuples arabes, ça n'arrivera pas, parce qu'évidemment c'est un barbare. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de paix. On ne fait pas la paix avec les dictatures. Ils avaient tenté le coup avec l'Iran dans les années 70. Effectivement, l'Iran était le meilleur allié des sionistes. Puis du jour au lendemain, une fois qu'on a balayé ces dictatures effroyables qui étaient le Shah d'Iran, eh bien le peuple a parlé et ils sont renoués avec la Palestine. Parce que les peuples arabes, musulmans en règle générale, sont en faveur de la Palestine. Quant à ce comité Al-Quds dont on a parlé il y a 2 minutes, c'est quand même une sacrée plaisanterie. On se souvient par exemple que Hassan II avait trahi en 67, vous allez en parler certainement dans le documentaire, trahi les Arabes, et c'est pour ça qu'en 67 ils ont été attaqués et qu'ils ont perdu la guerre par anticipation. À chaque fois qu'il a participé, c'est pour vendre littéralement, pas ses frères arabes, parce que je ne considère pas qu'Hassan II soit un frère, mais vendre les Arabes, et bien à chaque fois on trouve la même référentiel. Là aujourd'hui, la collaboration soi-disant sécuritaire est une collaboration qui vient aux frontières de l'Algérie pour inquiéter un pays qui est pro-palestinien depuis toujours et qui a toujours posé problème à l'entité sioniste. En 88, les Algériens consacrent la création de l'État palestinien. En 74, les Algériens font venir Yasser Arafat à l'ONU pour montrer que c'est un homme et pas un terroriste. Donc c'est vrai qu'en 2022, encore une fois récemment, ils ont réconcilié les Palestiniens. Et de la part de la partie sioniste, ils le vivent très mal. Parce qu'aujourd'hui, si les Palestiniens se battent comme un seul homme, si toutes les factions sont en guerre en même temps, c'est parce qu'effectivement, au préalable, il y a eu un accord politique entre les factions des différents groupes Hamas, de djihad islamique et évidemment du Fatah. Donc tout ça, ça constitue effectivement un abcès d'obsession de la part des sionistes. Et comme le raciste qui est à la tête de l'État sioniste, qui dit que les Arabes sont les animaux humains, veut en finir avec la résistance, et bien l'Algérie fait partie de cet axe de la résistance, en plus de l'Iran évidemment, en plus de la Syrie, en plus du Liban, en plus évidemment de beaucoup de peuples arabes qui sont vent debout, et en plus, et ça va de soi, en plus du peuple marocain qui, si vous lui donnez la parole, demain déchire ces accords honteux de paix. Mais est-ce que vous pensez que... c'est-à-dire que c'est très mal tombé pour les Marocains qui ont poussé leur relation avec les sionistes à la normalisation et à la coopération militaire. Ils n'avaient forcément pas prévu que l'entité sioniste allait commettre un génocide 2-3 ans plus tard. Qu'est-ce que vous pensez des Marocains aujourd'hui? Dans quelles conditions les dirigeants marocains peuvent-ils être aujourd'hui? Alors, vous faites bien de poser ces questions, on dit bien les dirigeants parce que je ne dis pas les Marocains. Je réfute l'idée que le peuple marocain on ne parle pas du peuple. On s'entend bien, mais c'est important de le rappeler, que le peuple marocain sache que ce sont nos frères, c'est pas discutable, et qu'ils sont dans le bon sens de l'histoire. Oui. Qu'est-ce que je pense de ça? Simplement, la question qui est posée, c'est comment ils n'ont pas pu voir venir le coup? Parce que personne n'a vu venir. Et effectivement, ils étaient contents de leur côté, c'était leur petite paix, ils vont se faire des usines de drones, ils font des relations sécuritaires, ils rétablissent, soi-disant, ils établissent les lignes aériennes, enfin tout ce qui est très honteux. Et pendant ce temps-là, les sionistes vont en vacances au Maroc pour profiter de la belle vie marocaine, et puis massacrent les Palestiniens quand ils reviennent avec des balles. Donc, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est vraiment une attaque qui fait écho au 6 octobre 73, quasiment 50 ans et un jour, jour pour jour, et ça, personne ne l'a vu venir. Et aujourd'hui, c'est difficile de dire à son peuple, nous continuons des accords de paix honteux, alors qu'ils sont en train de massacrer des Palestiniens pour des raisons racistes et idéologiques. Mais il n'y a pas que, j'ai envie de dire, Bahreïn, c'est pareil, les Émirats, c'est pareil, enfin, il y a quand même, l'Égypte, on n'en parle même pas, c'est carrément la plus grande puissance arabe qui se retrouve à être dans une situation extrêmement compliquée, et plus la guerre dure, plus ces gens montrent le visage de la bassesse, de la lâcheté et de la trahison vis-à-vis des peuples arabes et de leur propre peuple. Je vais revenir à vous, Kamal Mansari. On sait que l'entité sioniste fournit des drones et d'autres équipements militaires pour écraser
Alors, je poserai ma question après l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, c'était l'appel à la prière pour Alger et ses environs. On revient à vous, Kamal Mansari. Je disais qu'on sait que l'entité sioniste fournit des drones et d'autres équipements militaires, évidemment, pour écraser notamment la résistance des Sahraouis au Sahara occidental. Est-ce que cette alliance militaire peut aboutir, selon vous, c'est imaginaire encore, mais est-ce qu'elle peut aboutir à un déploiement de militaires sionistes au Sahara occidental? Est-ce qu'on peut imaginer ce type de scénario se produire? C'est déjà fait. C'est déjà fait parce qu'actuellement, on se rappelle la décision prise par l'ancien chef du gouvernement, Saad al-Uthmani, d'accorder un lot de terrain. C'était en mai 2021, lorsqu'il a accordé un lot de terrain à Israël pour construire une base militaire. Je parlais d'un déploiement pour une opération. Attendez, évidemment. C'est déjà fait. C'est déjà fait parce que déjà on a eu écho des attaques, des opérations menées contre le compétition par des drones israéliens. Ça, c'est une chose. Autre chose, il y a même une usine de fabrication de drones qui a été installée en Maroc. Il est opérationnel. Les Marocains fabriquent le Maroc fabrique des drones de technologie israélienne. Donc la coopération est étroite. Maintenant, c'est
on sait pertinemment que tous les colons considèrent la résistance comme des terroristes. Donc c'est le cas de l'Algérie, dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qui se produit au Sahara occidental. Donc ce n'est pas une éventualité, parce que là on n'est pas dans l'hypothèse, nous sommes dans la réalité, ça a été déjà fait. Donc l'Israël fournit une assistance mais une technologique. implication directe de militaires sionistes dans des combats ou contre le front Polisario, par exemple. Pour le moment, Israël, ce que l'on sait, c'est qu'elle a fourni des armes. Si pour le Maroc c'est suffisant, donc elle a déjà ses troupes. Maintenant, il y a certes des techniciens, il y a certes des experts militaires israéliens qui se trouvent au Maroc. Comme je vous l'ai déjà dit, ils sont là-bas, ils coopèrent, ils fournissent de l'expertise, ils fournissent du savoir-faire et ils chapeautent des formations, des cycles de formation. Ça, on le sait sur le plan pour l'armée de terre. Maintenant, cette coopération, elle a pour but quoi? Elle a deux buts. D'abord, préparer les Marocains éventuellement, parce qu'on sait les déclarations faites par des responsables israéliens sur la terre marocaine, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui est parti au Maroc et qui a dit que pour l'Algérie est une menace et qu'elle constitue un ennemi d'Israël. C'est le premier dirigeant arabe à faire une telle déclaration dans un pays, chez l'entité sioniste. Oui. Précisément. Absolument. Donc, elle n'est pas simplement un objectif de prendre, parce que le Polisario, il est déjà en guerre, utiliser des drones contre lui, il résistera toujours. Mais il y a l'objectif caché derrière ça, dans le background, c'est d'aller encore plus loin, c'est de faire en sorte à ce que l'Algérie devienne une cible. On le sait depuis les accords de 2020, c'est pour cela que l'Algérie est allée jusqu'à couper ses relations avec le Maroc, parce que le danger était plus important que l'on pensait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de différends politiques, de différends économiques, mais d'un différent de dimension sécuritaire qui implique la souveraineté du pays. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Maroc est allé encore très loin dans sa relation avec Israël, non pas pour son propre sécurité, mais pour aller vers un plan d'agression, ou bien demain. Aujourd'hui, ce que font les Marocains, c'est d'essayer d'intimider les Algériens en leur disant: nous avons ramené une puissance qui peut vous nuire. Et nous savons pertinemment que les Israéliens ne nous portent pas sur le cœur en raison du fait que depuis 1973, nous sommes dans un état de guerre avec Israël. Nous n'avons pas signé d'armistice. Donc c'est un pays ennemi. Pour l'Algérie, Israël est un pays ennemi et vice-versa. Donc les Marocains le savent, ils savent la sensibilité de cette question, et aller aussi loin avec les Israéliens, c'est plus qu'un casus belli, c'est vraiment de l'agression. Donc c'est pour cela que si on pense qu'il s'agit que d'implication d'Israël pour mater la résistance sahraoui, c'est juste une partie du projet, mais le véritable projet, c'est cibler l'Algérie, et ça, c'est pour cela que les Marocains sont allés dans ce rétablissement des relations. Ce n'est pas la question du Sahara occidental, la Maroc, le pacte qui a été signé avec Washington, c'est juste pour endormir la population marocaine, c'était pour la berner, mais la véritable raison, c'était de ramener Israël et de faire en sorte à ce que Israël devienne le bras armé du Maroc contre l'Algérie. Pour le Maroc, c'était quand même un acquis diplomatique important, selon les Marocains, évidemment, selon les dirigeants marocains. C'est une note diplomatique. Alors que ces accords ne sont absolument pas reconnus par les institutions internationales. Et aujourd'hui, c'est la souveraineté marocaine qui est de nouveau remise en cause, d'autant que l'on parle de la présence au Maroc de dizaines de conseillers sionistes dans les services de renseignement ainsi que dans l'armée marocaine, et seraient donc les artisans des politiques intérieures et extérieures du pays. Voyez ce sujet signé Walid Yousfi. Énième scandale qui éclabousse le régime du Marzen. Le Maroc serait contrôlé par l'entité sioniste. Pire encore, le Marzen ne jouirait d'aucune souveraineté dans la conduite de ses affaires extérieures et n'aurait aucun pouvoir décisionnaire. Les faits remontent à la trahison par Hassan II de la coalition arabe lors de la tristement célèbre guerre des 6 jours. Un enjeu majeur pour le Moyen-Orient. L'issue de cette guerre a permis à l'entité sioniste de contrôler davantage le territoire palestinien. Le Marzen aurait aussi effectué une opération de transfert de dizaines de milliers de juifs marocains pour coloniser la Palestine, moyennant finance.
Des personnalités politiques et leurs liens avec des réseaux influents ont également été mis en lumière, des liens avec l'entité sioniste et des accusations de complaisance au détriment de la Palestine. ولكن ماشي هو اللي كيحكم وهذه قلناها من البدايه اللي كيحكم هما اليهود المغاربه اللي من وراء اندري ازوري اللي هما ما بين 6000 و 10000 يهودي هما اللي دايرين السجون السريه هما اللي كيحكموا الشعب المغربي هما اللي كيخطفوا المناضلين هما اللي كيحكموا الاخوان ديالنا في المغرب وهما اللي تيمخروا الخيرات ديال المغرب وهما اللي وصلوا المغرب لهذه الدرجه ديال الانحطاط الخلقي. Le Marzen serait contrôlé par plusieurs milliers de juifs agissant sous les ordres d'André Azoulay, conseiller spécial de Mohamed VI. La famille royale est aussi évoquée dans des contextes en relation avec les origines et les affaires internes du pouvoir, ce qui fait perdre toute crédibilité et transparence du système politique en place. Monsieur Hamazit Bouhalfa, je reviens sur ce fait historique que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, le quotidien sioniste The Times of Israel revenait dessus longuement en 2016 et parlait de ces enregistrements fournis par Rabat aux sionistes en 1965, des enregistrements qui ont été faits dans un hôtel à Casablanca. L'ex-chef, enfin l'ancien chef du Mossad, avait décrit cette opération marocaine comme l'un ou l'une des victoires suprêmes du renseignement sioniste. À quel point cet événement a, selon vous, changé la trajectoire de l'histoire? Il a changé la trajectoire de l'histoire parce qu'il a permis, ces renseignements ont permis à Israël, par exemple, d'immobiliser et de détruire l'aviation égyptienne au sol. C'est à partir des renseignements donnés, c'est les conversations qu'il y a eu entre les chefs d'État arabes lors de ce sommet, qui ont parlé de leur faiblesse, justement, et donné de tels renseignements. Et de leurs divergences, il y avait des divergences. Bien sûr, des divergences. Et c'est ça qui a permis à Israël, qui a permis la victoire, qui a donné la victoire, bien entendu, l'aide massive des Américains, des experts américains. Parce qu'il y a une chose de laquelle il faut tenir compte, c'est que sans les Américains, l'armée israélienne n'est rien. C'est la massification des moyens qui sont remis. Quand on amène un porte-avions, et il y a 80 000 personnes, 80 000 hommes, avec des avions parmi les plus perfectionnés du monde. Lorsque on pense à une chose, cette action iranienne contre Israël, qui a été immédiatement suivie par toutes ces puissances occidentales qui sont venues pour enrayer les missiles, enrayer l'attaque et neutraliser les missiles iraniens. C'est-à-dire qu'on se dit une chose, je ne vois pas ce que l'armée israélienne aujourd'hui peut faire contre la guérilla sahraoui. On connaît la LPS, on connaît les combattants et pour avoir suivi pendant très longtemps les combats dans cette région, on peut dire qu'ils n'ont rien à apprendre d'Israël parce que justement ce sont des guerres qu'Israël ne connaît pas, ne peut pas mener, parce que ce sont des guerres humaines, des guerres d'hommes, d'engagement humain. Et là, tout réside chez eux au niveau du matériel. Donc, le renseignement, oui, les Israéliens peuvent apporter quelque chose aux Marocains du point de vue du renseignement. Ils peuvent apporter du point de vue de l'espionnage, du point de vue de la déstabilisation, du point de vue de... Il ne faut pas oublier, parce que le problème n'est pas bilatéral algéro-marocain. Il y a tout le Sahel qui est malade. Tout le Sahel, c'est-à-dire que toutes les possibilités sont permises, c'est-à-dire créer des problèmes à toutes les frontières. Nous avons 7000 km de frontières à protéger. Et ils sont capables de tout, c'est-à-dire créer la zizanie, créer des foyers de tension permanents qui vont déstabiliser non seulement l'Algérie, mais toute la région. Est-ce que l'Europe
qui est à 1000 km, a intérêt à voir un pays aussi important déstabilisé. Est-ce qu'ils vont les aider? On ne sait pas, toutes les données, on ne sait pas. Mais je doute fort que l'Europe puisse admettre, c'est-à-dire créer un foyer à ses frontières. Instable. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas tous les moyens. En fait, effectivement, il maîtrise la situation au Maroc. Il les connaît, il maîtrise. Ils sont là depuis très longtemps. Les Azoulay, le système des Sayanim, ce n'est pas une vie de l'esprit. Le système des Sayanim qui œuvrent et travaillent là où ils sont, parce que tout est masqué. Cette façon de confondre juifs, sionistes, israéliens, tout est une nébuleuse. Ils avancent, quand ils avancent sous le couvert de la religion, ils font semblant que c'est tout à fait, c'est des actions religieuses, que c'est culturel, etc., comme si on avait quelque chose à apprendre. Et tout cela permet justement à l'installation de bases politiques, idéologiques. C'est quand même assez étonnant de voir que pendant des années, les Arabes savaient ce qui s'était passé en juin. Ils savaient que la défaite de juin, l'écrasante défaite de juin, était due à la trahison marocaine. Rien n'a été fait. Ils l'ont su tout de suite? Ils l'ont su. Non, ils le savaient. Comment on savait que tous les accords de Camp David avaient été préparés? Oui. Alors, si des choses aussi visibles n'ont pas été vues par les services spéciaux arabes, c'est quand même assez étonnant. Gamal Abina, je voudrais vous faire réagir sur cette même question et à quel point cet événement de 1965, pour les enregistrements, la guerre des 6 jours, font écho aujourd'hui à ce qui se passe actuellement à Gaza et les complices donc de l'entité sioniste dans ce génocide. Il faut dire les traîtres, parce que les complices, c'est gentil encore. En 67, effectivement, la guerre est perdue par une méthode très intéressante d'ailleurs. Ils ont utilisé la Blitzkrieg, qui était chère aux nazis. Donc c'est un bombardement des avions au sol. L'objectif, c'était de détruire l'avion, mais aussi de tuer le pilote. Donc c'était un massacre. Ils ont quand même perdu pas mal d'avions en dépit de la trahison. Ils ont perdu une centaine d'avions. Ça, on ne le raconte pas beaucoup dans l'histoire. Mais la conséquence directe, évidemment, et vous l'avez souligné, c'est qu'on s'est retrouvé, alors qu'ils avaient déjà volé 53% des terres sur le plan de partage de 47, 53% pour 47% pour les Palestiniens, c'est quand même incroyable. Eh bien, on s'est retrouvés à négocier aujourd'hui sur la base d'une défaite. C'est-à-dire que les frontières que les Palestiniens veulent accepter sont les frontières de la défaite de 67. Il y a un recul supplémentaire. Et la trahison, effectivement, qui a été faite par ces États, mais il n'y a pas que le Maroc. On sait que la Jordanie trahissait tout le temps. Enfin bon, il n'y a aucune surprise. Hussein Jordani était le plus grand vendeur d'informations aux sionistes. On sait que les conséquences lourdes, c'est de donner le sentiment aux Arabes qu'ils étaient faibles et qu'en face, ils étaient forts. Et ça a été dit sur votre plateau, les sionistes ne sont pas très forts. Je ne crois pas une seconde qu'un seul soldat sioniste ira faire la guerre pour Sahara occidentale pour une seule raison. C'est parce que d'abord, ils ne vont jamais faire couler leur sang pour défendre des Arabes, quels qu'ils soient, même si les intérêts sont convergents. Non, par contre, ils envoient beaucoup de coopérants, beaucoup de conseillers militaires, beaucoup de technologie, puisqu'ils se targuent d'être un pays de haute technologie, même si on a vu que la technologie n'a pas fait grand-chose le 7 octobre. Et ils envoient effectivement des signaux très forts pour déstabiliser dans la région, par exemple en essayant d'acheter des amis de l'Algérie. On l'a vu avec l'histoire du Mali. Donc tout ça, c'est une méthode effectivement grossière, dans le but de ne surtout pas affronter directement l'Algérie en passant par ce qu'on va appeler des forces intermédiaires, des guerres par proxy. C'est ça le but des sionistes. Alors il se trouve qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'Algérie, pendant sa révolution, le Mossad était à l'action à Constantine, par exemple, qu'il a travaillé avec l'OAS. Il ne faut jamais perdre de vue que la pire des choses qui pouvaient arriver aux sionistes, c'est que l'Algérie se libère. Parce qu'une fois qu'elle s'est libérée, c'est une grande nation qui se libère. Et c'est une nation qui connaît la guérilla. C'est une nation qui connaît le fait de ne pas reculer devant l'ennemi, puisqu'ils ont vaincu la France. C'est une nation qui sait ce que veut dire combattre jusqu'au bout, comme d'ailleurs Abdelkrim Khattabi, en son temps au Maroc, dans le Rif, avait su le faire. Donc tout cela, ce sont des signaux qui leur font peur. Et ça a été dit sur le plateau aussi, la guérilla, ils ne savent pas faire.
Ils savent faire des guerres directes, armées, puisqu'ils ont soutien inconditionnel des États-Unis. Donc à chaque fois qu'ils perdent une guerre, comme en 1973, une semaine après, les Américains sont là pour les soutenir. Mais par contre, au Sud-Liban en 2006, ça a été un échec total. Ensuite, en 2008, contre Gaza, échec total. 2014, échec. À chaque fois, c'est échec sur échec. Les sionistes ne sont pas des héros. Ce sont des gens qui aiment la vie, on le sait déjà, qui aiment s'amuser, qui aiment profiter, mais qui ne veulent pas se battre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'échec retentissant de la guerre de Gaza, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement des gens qui sont obligés d'appeler maintenant des religieux pour renforcer leurs troupes. Oui, parce qu'effectivement, les troupes sont largement émoussées. Excusez-moi? Qui refusent farouchement de bien sûr, et c'est normal. s'engager. Mais ils n'ont jamais été engagés, ne perdez pas ça de vue. S'ils n'ont jamais été engagés, et si on les appelle aujourd'hui, c'est que les chiffres annoncés par les sionistes de pertes sont largement sous-évalués. C'est-à-dire que les Palestiniens qui, pour le coup, se battent non pas avec des pierres, comme pendant les intifadas où vous avez du tir au pigeon, mais avec des armes, eh bien les Palestiniens font des ravages dans les rangs de l'armée sioniste, et les sionistes à chaque fois reculent. Donc ne perdons pas de vue une chose, c'est que ce ne sont pas des héros, ce sont des gens qui se battent quand c'est facile, on bombarde du ciel, c'est très facile, on n'est pas abattu, mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Kamel Messali, vous vouliez réagir rapidement pour passer à une autre question. Pour cette question de l'Israël n'exporte jamais ses soldats. Elle exporte son savoir-faire, c'est l'expertise. En tout cas, pas dans des pays arabes. Jamais, parce qu'elle-même est aujourd'hui en train de chercher des mercenaires, elle recrute. Oui. Elle a battu le rappel des Juifs de partout dans le monde, bien sûr, pour venir se battre, mais en même temps, elle a recruté. Il y a 3 entreprises connues de mercenariat qui recrutent, notamment on recrute notamment de l'Inde. Donc c'est pour cela qu'il y a énormément de combattants étrangers qui combattent à Gaza. Et ce sont des chiffres. On a vu le témoignage d'un soldat, d'un mercenaire français qui avait affirmé qu'il se faisait payer 3 900 € par semaine et qu'il avait tous les avantages. Il y avait toutes ce qu'on appelle des attraits, tu vois, des avantages pour qu'on puisse attirer davantage de mercenaires venir combattre. C'est pour cela que lorsque Israël annonce ces chiffres, elle n'annonce que ceux qui sont les soldats morts et qui sont nés en Israël. Donc, quand on a 10 soldats tués, 8 qui ne sont pas israéliens ou qui sont des mercenaires ou qui ne sont pas nés en Israël, on ne les comptabilise pas parce qu'ils n'ont pas été recrutés ou ne faisant pas conscrits en Israël. Donc, d'où le faible chiffre que Israël donne. Voilà. Mais tout le monde sait justement que ces chiffres sont... Donc la question de mercenariat, c'est-à-dire que Israël n'exporte pas ses soldats, elle pourrait participer dans des opérations de coup d'État, comme on l'a fait en Afrique, dans certains pays. Oui. Mais aller jusqu'à exporter, elle pourrait éventuellement, elle a essayé avec l'Éthiopie, elle a essayé avec le Djibouti, elle a essayé avec le Kenya, avec d'autres pays pour installer des bases militaires ou bien des coopérants, mais elle n'a pas pu. Donc aujourd'hui, Israël, elle est en face à un grand problème sur le plan militaire, donc elle a elle-même plus besoin d'aide. C'est pour cela que les États-Unis connaissent les limites de cette armée, ils connaissent ses capacités, ils connaissent sa lâcheté, ils connaissent qu'elle est incapable de durer, de combattre à long terme. Donc c'est pour cela que les Américains... C'est déjà un record aujourd'hui. Oui, moi, et en plus, il ne faut pas oublier que la résistance palestinienne est en train de faire des exploits inattendus jusqu'à aujourd'hui. Et la preuve, c'est Jabalia, qui a été décimé au départ par les Israéliens, par les sionistes, revient sur la scène médiatique et revient sur la scène des combats avec des exploits incroyables. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez de Jabalia qui est rasé, littéralement. On ne parle que de Rafah, alors que de gros massacres sont perpétrés. Absolument. Donc, rapidement, Kamel Mensari. C'est pour cela que je dis... Israël est un État qui ne combat jamais seul. Enfin, l'armée israélienne a besoin toujours d'aide, elle a besoin de ses alliés, de renforts, notamment ceux des États-Unis. Je voudrais vous faire réagir avec un dernier tour de table sur l'effort diplomatique d'Alger. Aujourd'hui, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies que Alger propose un nouveau texte pour le vote d'une résolution pour évidemment l'arrêt un cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt spécifique des violences et de l'assaut sur Rafah. Que pensez-vous que cet effort peut engranger aujourd'hui face à, on le sait, le blocage américain? On a très peu de chances de voir des résolutions pertinentes passer au Conseil de sécurité. L'Algérie, c'est-à-dire, il faut rappeler, depuis qu'elle a pris place au sein du Conseil de sécurité, elle n'arrête pas de proposer, et certaines de ces résolutions ont abouti, notamment le cessez-le-feu, qui a été C'est la seule résolution, d'ailleurs. Mais toujours est-il que le fait, plus
plus, c'est-à-dire sur le plan diplomatique, on fait pression sur Israël ou sur les États-Unis, plus ils sont isolés. On les isole sur le plan politique, sur le plan au sein de l'opinion internationale. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de manifestations, plus de pression populaire en Europe en raison du fait que les massacres sont devenus insoutenables. Monsieur Kamel Bouhalfa, sur cette même question. Je crois que le travail de l'Algérie, c'est la goutte de ce qu'on appelait la torture chinoise, c'est-à-dire c'est revenir inexorablement et en permanence sur la même question. C'est-à-dire que, et au fur et à mesure, la lassitude de l'autre va finir par faire triompher la position de l'Algérie et cette politique du goutte à goutte. Pourquoi ? Parce que il se révèle au grand jour devant l'opinion mondiale. On se rend compte quand vous pensez que 140 pays votent en faveur d'une résolution et qu'une seule voix. Une seule, c'est les amis des États-Unis. C'était d'autant plus flagrant à l'Assemblée générale, où 143 pays avaient voté pour. Et ce qui est positif dans cette politique, et il faut continuer dans cette à mettre la pression en permanence. Et à chaque fois, il se dévoile, il se démasque. Gamal Abina, pour cette dernière question, cet effort diplomatique d'Alger au Conseil de sécurité particulièrement des Nations Unies, il y a certaines voix qui se rallient à la position algérienne, et c'est aujourd'hui l'ambassadeur français aux Nations Unies qui a déclaré son soutien au texte proposé par Alger. Tout à fait, l'Algérie a parfaitement compris la manœuvre dans la mesure où déjà notre pays a été libéré non seulement par les armes, on n'a jamais perdu la guerre, mais surtout politiquement et par l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression considérable de l'ONU pour que la France lâche la colonisation algérienne. Et bien là, c'est pareil sur la question palestinienne. L'État sioniste est né d'une injustice à l'ONU, puisqu'on a fait un plan de partage sans consulter les Arabes, puisqu'ils étaient colonisés. Et aujourd'hui, l'État sioniste réfute toutes les actions politiques conduites par l'ONU. Donc ça veut dire qu'ils en ont profité, puis maintenant ils parlent de l'ONU comme étant une forme de... Alors, la caricature habituelle des racistes qui veulent inverser la charge. Ils disent que l'ONU serait une émanation antisémite, que l'UNRWA est antisémite, que les Français deviennent antisémites. Enfin bon, on connaît la musique dès l'instant où on est de mauvaise foi, mais il n'en demeure pas moins que l'Algérie porte toujours des coups fatals qui prouvent deux choses. La première, c'est que le monde est pro-palestinien, 143 en faveur de l'État palestinien, 9 abstention, 5 contre, et les quelques États qui étaient contre sont souvent payés, parce qu'ils ne sont pas forts, par l'entité sioniste. Mais une chose est certaine, c'est qu'avec ces votes en cascade et avec le veto américain, ça démontre que le système onusien est un système profondément inégalitaire, antidémocratique, qui se fiche complètement de la majorité écrasante des peuples qui sont en faveur de la Palestine, mais ça commence à craquer. L'Espagne l'a reconnu, on le sait, la Norvège, l'Irlande, donc ça commence à être compliqué pour l'entité sioniste, et on voit bien que l'injustice est portée par le pire des États de la planète, les États-Unis, qui, je le rappelle, il faut le répéter à chaque fois, ont détruit depuis 30 ans 6 États arabes. Donc ça n'est pas anodin cette alliance, mais l'ONU aujourd'hui a démasqué les criminels, et les Américains vont avoir beaucoup de mal à maintenir leur position, parce que finalement, à force de refuser que le droit s'applique, et que le droit du plus fort l'emporte, eh bien, le droit est pour les Palestiniens, la force contre eux aujourd'hui, mais demain, ça va s'inverser. Dans tous les cas, ce serait de toute façon un processus lent, et les Palestiniens aujourd'hui le savent, qu'il faudra l'arracher, ce droit d'exister en tant qu'État. Gamal Abina, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie, Kamel Mansari, directeur de publication Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie. Je vous remercie également, monsieur Amazit Bouhalfa, journaliste spécialisé dans les questions historiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.